Imaginez, nous sommes en 1940, vous pilotez un vieil avion de chasse au-dessus de la Chine. Soudain, un point apparaît à l'horizon. En quelques secondes, il est déjà derrière vous, et avant même que vous ne puissiez réagir, votre avion s'écrase, enveloppé de flammes. Ce n'était pas une erreur de pilotage, ce n'était pas de la malchance, c'était la rencontre avec un chasseur que personne ne croyait possible. Un avion si agile qu'il pouvait tourner en cercle autour de n'importe quel rival, si rapide qu'il semblait impossible à rattraper, et si létal qu'il a transformé le ciel en un piège mortel. Les rumeurs disaient qu'un seul appareil japonais pouvait abattre 12 ennemis avant de tomber. Pour les Alliés, cela sonnait comme une exagération, de la propagande. Comment une telle machine pouvait-elle exister? Mais ils allaient bientôt découvrir que c'était réel, et pire encore, qu'ils n'assistaient donc qu'au commencement. Cet avion était le Mitsubishi A6. Le monde allait le connaître sous un nom simple, mais inoubliable, le Zéro. Ce qui, au départ, semblait n'être qu'une rumeur exagérée, presque une légende impossible, allait donc bientôt devenir un authentique cauchemar pour les pilotes alliés. Le Zéro ne tarda pas à démontrer qu'il n'était ni une invention de propagande, ni un mythe alimenté par la peur, mais tout bien une réalité tangible et terrifiante. Durant les premières années de la guerre du Pacifique, cet avion a non seulement dominé les cieux avec une supériorité écrasante, mais il est aussi devenu l'incarnation la plus pure de la philosophie militaire japonaise. Un design axé sur la vitesse, l'agilité et la manœuvrabilité extrême, acceptant consciemment que tout cela devait se faire au prix du sacrifice de la protection du pilote et de la résistance de l'appareil. Dans cet équilibre, dans ce pari risqué, résidait l'essence même du Zéro. C'était une arme conçue pour attaquer en premier, pour se mouvoir avec une grâce impossible à égaler, pour esquiver le feu ennemi avant de le recevoir. Et à ce moment précis de l'histoire, pour le Japon, cela a fonctionné à la perfection. Ce fut, en pratique, l'arme idéale pour un empire qui grandissait avec violence et qui avait besoin d'un symbole de supériorité dans les cieux. Le Zéro a rempli ce rôle avec une précision implacable. Il était rapide, il était mortel, et entre les mains de ses pilotes entraînés, il était devenu une machine de domination absolue. Mais cette même philosophie qui l'avait porté à la gloire cachait la graine de sa propre destruction. Car un avion sans protection, aussi brillant que fût son design, finirait tôt ou tard par affronter un ennemi capable d'encaisser les coups et de riposter. La naissance d'une légende. À la fin des années 1930, le Japon cherchait plus qu'un nouvel avion. Il cherchait à consolider sa suprématie dans le Pacifique, à asseoir son influence sur des territoires lointains et à projeter sa puissance aérienne à une échelle inédite pour son temps. Pour y parvenir, la marine impériale a lancé un défi presque impossible. Elle a chargé un jeune ingénieur, Jiro Horikoshi, de l'entreprise Mitsubishi, de créer un chasseur capable de ce qu'aucun autre n'avait réussi. La liste des exigences était brutale. Il devait pouvoir décoller et atterrir sur le pont réduit d'un porte-avions, être capable de parcourir d'énormes distances sans perdre son autonomie, et en plus, être assez agile et rapide pour vaincre n'importe quel avion ennemi en combat rapproché. C'était, littéralement, un défi qui bravait toute logique, à tel point que la plupart des constructeurs le jugèrent inatteignable. De fait, la puissante entreprise Nakajima, l'une des plus influentes du Japon à l'époque, a évalué la demande et a conclu qu'elle était irréalisable, une commande qui dépassait les limites de la technologie existante. Ils ont donc abandonné la course avant même de commencer. Mais là où d'autres reculaient, Horikoshi a décidé de persévérer. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas cédé. Il a poursuivi sa tâche avec une détermination absolue, convaincu de pouvoir tordre l'impossible et de donner forme à un avion que personne d'autre n'osait imaginer.
Le résultat fut tout simplement extraordinaire. En 1940, alors que le monde commençait à peine à comprendre l'ampleur du conflit à venir, le Zéro avait déjà dépassé les standards de son temps. Il était plus rapide que le Spitfire britannique, ce même avion devenu symbole de résistance durant la bataille d'Angleterre, et il laissait également derrière lui le redoutable Messerschmitt Bf-109 allemand, qui en Europe représentait le fer de lance de la Luftwaffe. Le Japon avait réussi ce que personne n'attendait, un chasseur naval qui non seulement rivalisait avec les meilleurs du monde, mais les surpassait sur des aspects fondamentaux. Il avait un rayon de combat de près de 3000 km, une distance impensable pour la plupart des chasseurs contemporains, qui pouvaient à peine s'éloigner de leur base. Cette portée lui permettait d'étendre son ombre sur d'immenses régions du Pacifique, d'apparaître là où aucun adversaire ne l'attendait et de retourner sans encombre sur le pont d'un porte-avions. Et ce n'était pas seulement un avion capable de voler loin. Il pouvait aussi se poser sur la piste étroite d'un navire en mouvement en pleine mer. Sa conception légère le faisait manœuvrer avec une fluidité qui déconcertait quiconque tentait de le suivre. En combat aérien, cet avantage était dévastateur. Le Zéro semblait glisser dans les airs avec une facilité presque surnaturelle, virant plus serré, montant plus vite et surprenant des rivaux qui, même plus rapides en ligne droite, ne pouvaient tout simplement pas échapper à ses... Le prix de la perfection. Mais toute cette puissance avait un prix, et ce prix se payait en protection. La structure du Zéro était douée d'un alliage d'aluminium si fin qu'il en était presque fragile, au point dans les plus renforcés, comme le fuselage avant et les bords d'attaque des ailes, il atteignait à peine 1,2 mm d'épaisseur. À l'arrière, où la contrainte structurelle était moindre, l'épaisseur tombait à moins d'un demi-millimètre, ce qui signifiait que pratiquement n'importe quel impact direct pouvait le traverser. Il n'y avait aucun blindage autour du cockpit, aucune plaque pour protéger le pilote. Les réservoirs de carburant n'étaient pas auto-obturants, de sorte qu'une seule balle, au mauvais endroit, pouvait transformer l'avion en une boule de feu en quelques secondes. Et pourtant, tant qu'il n'était pas touché, le Zéro était pratiquement invincible dans les airs. Sa philosophie de conception reposait sur l'idée que la meilleure protection était de ne pas être atteint. Cette légèreté, qui le rendait si vulnérable, lui conférait aussi sa manœuvrabilité insurpassable. Chaque courbe, chaque virage serré, chaque manœuvre évasive le plaçait un pas devant l'ennemi, et entre les mains d'un pilote entraîné, le Zéro était un fantôme impossible à attraper. De plus, il était armé d'une combinaison létale, 2 mitrailleuses de 7,7 mm sur le capot, qui assuraient une cadence de tir constante, et 2 canons de 20 mm dans les ailes, capables de déchiqueter en quelques secondes n'importe quel avion dans son viseur. En 1940, cette puissance de feu était dévastatrice, bien au-delà de ce que de nombreux chasseurs contemporains pouvaient supporter. Chaque rafale suffisait à arracher des ailes, incendier des moteurs ou pulvériser des cockpits ennemis. Le design n'était pas seulement efficace, il était aussi rempli d'ingéniosité. Ses ailes elliptiques réduisaient la traînée et le rendaient plus efficient en vol. Les rivets étaient à fleur de surface, lui donnant une peau aérodynamique et polie qui favorisait la vitesse. Le fuselage était fin, stylisé, pensé pour fendre l'air avec le moins de friction possible. Même dans les plus petits détails, on notait l'obsession de l'efficacité. Des marchepieds rétractables qui ne se déployaient que lorsque le pilote en avait besoin, puis disparaissaient pour ne pas perturber le flux d'air, ou des sacs de flottaison cachés dans la structure qui pouvaient se gonfler avec l'air du moteur en cas d'amérissage, donnant à l'appareil une chance de flotter et au pilote un espoir de survivre. C'était sans aucun doute un prodige d'ingénierie, une machine qui défiait les limites du possible pour son époque,
qui résumait dans chaque détail la doctrine militaire japonaise. La rapidité avant la résistance, la précision avant la protection, l'attaque avant la défense. Et le plus terrifiant de tout, c'est qu'entre les mains des pilotes japonais, formés avec une discipline brutale et un niveau d'exigence inaccessible pour la plupart de leurs adversaires, le Zéro se transformait en une arme redoutable, un prédateur des cieux qui semblait n'avoir aucun rival. L'élite des cieux. La philosophie japonaise était claire, inébranlable et simple en apparence. Un chasseur n'était rien en soi. Sa vraie valeur dépend de l'homme qui le pilote. La marine impériale ne cherchait pas à remplir les cieux de milliers d'avions médiocres pilotés par des hommes de peu préparés. Elle visait le contraire, former une élite réduite mais imbattable. Un groupe sélect d'aviateurs capables d'extraire la moindre goutte de performance de leur machine. L'objectif n'était pas la quantité, mais la qualité absolue. Chaque année, sur des milliers de candidats, à peine une centaine réussissaient à passer le filtre impitoyable de l'entraînement. Le processus était brutal, exigence physique extrême, heures interminables de pratique, discipline militaire poussée à la limite. Beaucoup échouaient en chemin, non par manque de volonté, mais parce que les standards étaient en disant pratiquement impossibles à atteindre. Les rares survivants en sortaient d'y transformer en véritables maîtres des airs, des pilotes capables d'affronter n'importe quel adversaire avec une confiance de fer et une précision quasi chirurgicale. À cette époque, au début de la guerre, il n'était pas exagéré de dire qu'ils comptaient bien parmi les meilleurs aviateurs de la planète. Pour eux, le Zéro n'était pas simplement un avion. C'était une extension naturelle de leur corps, un prolongement de leurs sens et de leurs réflexes. Léger, sensible, obéissant au moindre mouvement du manche, le Zéro semblait répondre avec la même immédiateté qu'un bras obéit à la pensée. Et bien qu'il manquât de blindage ou de système de protection, cela n'avait pas d'importance entre les mains de tels pilotes. Ils étaient entraînés pour ne pas être touchés, pour virer avant que l'adversaire ne tire, pour disparaître dans les airs et réapparaître dans le dos de leur ennemi. La machine, en ce sens, n'était pas faite pour encaisser les dégâts, mais pour les éviter, et avec des hommes d'un tel niveau dans le cockpit, la philosophie fonctionnait à la perfection. En 1940 et 1941, le Japon disposait justement de cela. Une force aérienne réduite en nombre, mais dévastatrice en qualité. Une poignée de pilotes qui, combinés au Zéro, pouvaient y déchaîner un ouragan dans les cieux et balayer toute résistance. Le règne de la terreur. Le baptême du feu du Zéro eut lieu en Chine, en 1940. Là, les premiers affrontements ont clairement montré l'ampleur de la menace. Les chasseurs chinois, souvent de vieux biplans qui semblaient déjà des reliques d'une autre époque, ou des monoplans soviétiques mal entretenus, devinrent des proies faciles. L'un après l'autre, ils tombaient en flammes, incapables de suivre le rythme des agiles Zéro. La différence était si abyssale que la bataille se transforma en massacre aérien. Pour les observateurs étrangers, cela pouvait encore s'expliquer par la faiblesse des forces chinoises. On pensait que c'était un phénomène local, un avantage passager. Et ainsi, en Occident, les rumeurs sur le supposé chasseur invincible continuaient d'être accueillies avec scepticisme. Mais ces doutes n'allaient pas durer longtemps. Le 7 décembre 1941, le Japon a décidé de montrer au monde entier de quoi il était capable. Ce jour-là, lors d'une attaque surprise méticuleusement planifiée, l'aviation navale japonaise a lancé son offensive contre Pearl Harbor. Les Zéros volaient en escorte, protégeant les bombardiers qui pilonnaient la base américaine. Vue du ciel, la scène était dévastatrice. Des navires en feu dans le port, des hangars détruits, des aérodromes anéantis en quelques minutes. Au milieu du chaos, seuls quelques jarques chasseurs américains réussirent à décoller.
Parmi eux, 2 P-40 pilotés par George Welch et Kenneth Taylor. Ces hommes, dans un acte de bravoure, ont réussi à abattre plusieurs avions japonais. Mais ils étaient en nette infériorité, surpassés en nombre, pilotes plus expérimentés et confrontés à des machines qui viraient avec une facilité que leur Warhawks. La distance fut héroïque, mais vaine. Les Américains découvrirent à cet instant une vérité d'où leur pouvait atteindre une plus grande vitesse en ligne droite. Cela ne servait à rien s'ils ne pouvaient pas manœuvrer pour en combat rapproché. Le Zéro parvenait toujours à se placer derrière eux. Peu importait l'habileté du pilote, il n'y avait aucune. Le mythe était devenu réalité, et le monde entier l'a compris d'un seul coup. Pendant des mois, les cieux du Pacifique exclusivement au Japon. Qu'il s'agisse d'un archipel perdu au milieu de l'océan, des îles de l'Asie du Sud-Est ou même des bases de Indiens. Partout où ils apparaissaient, les Zéros imposaient une domination absolue. Là où ils surgissaient, la bataille aérienne de la même manière. Lors d'affrontements contre des chasseurs considérés comme redoutables sur d'autres fronts, comme les Hurricanes britanniques, avec une rapidité impossible, se plaçait dans la queue de l'adversaire en quelques secondes est un feu dévastateur que les chasseurs occidentaux ne pouvaient supporter. Il n'y avait ni marge d'erreur. Le mythe de l'avion invincible cessait d'être une rumeur pour devenir une réalité dans chaque combat, pour chaque pilote allié qui ne rentrait pas à sa base. Il semblait que la domination japonaise dans les airs n'aurait pas du Zéro, et chaque défaite alliée semblait confirmer que l'affronter était un suicide. Les rapports se multipliaient, de simples commentaires sur un avion extraordinaire étaient maintenant des témoignages de combat qui relataient tous la même conclusion, était supérieure. Mais toute perfection a un point d'âle faible, et tôt ou tard, ce talon d'Achille devait être révélé, car la vérité est le Zéro cachait des défauts fatals. Des faiblesses qui n'étaient même pas visibles, tout dit à première vue, mais qui étaient là, attendant le moment où quelqu'un parviendrait à les découvrir. Et ce moment est arrivé en presque oublié, l'Alaska. Le talon d'Achille. Lors d'une opération, un Zéro a subi des dommages et a été contraint à un atterrissage d'urgence. Le pilote n'a pas survécu, mais l'avion était resté dans un état étonnamment intact. Pour les Alliés, ce fut comme trouver un trésor tombé du ciel. Pour la première fois, ils pouvaient analyser en profondeur cette machine qui semblait jusqu'alors imbattable. L'avion fut récupéré avec le plus grand soin, transporté en territoire américain et passé au crible par des ingénieurs et des techniciens qui l'ont examiné pièce par pièce, vis par vis, avec l'obsession de percer son secret. Ce qu'ils découvrirent fut révélateur. Le Zéro, si agile et redouté à basse vitesse, avait un talon d'Achille évident. Lorsqu'il atteignait des vitesses plus élevées, ses commandes se durcissaient et devenaient presque impossibles à manœuvrer. La manœuvrabilité même qui le faisait briller dans les virages serrés l'abandonnait en piqué ou en montée prolongée. De plus, la fragilité de sa structure devint évidente une fois mise à nu. Il suffisait d'imaginer une rafale précise pour comprendre que l'avion pouvait s'enflammer en quelques secondes. Sans blindage, avec un fuselage si fin et sans réservoir auto-obturant, le Zéro était une étincelle prête à s'embraser. Et, comme si cela ne suffisait pas, son carburateur à flotteur représentait un problème supplémentaire. Lors de manœuvres en gravité zéro, le moteur pouvait se noyer et caler en plein vol, laissant le pilote exposé au pire moment. Ces trois faiblesses, invisibles pour les Alliés durant les premiers mois, ont changé l'histoire, car à partir de là, la guerre aérienne contre le Zéro cessa d'être un duel de désespoir pour devenir une partie d'échec. Avec ces informations en main, les commandements alliés se sont empressés d'élaborer de nouvelles tactiques. La première règle était claire, ne jamais tenter un virage serré avec un Zéro, car c'est là qu'il était invincible. La clé était le contraire,
utiliser la vitesse, l'altitude et les attaques en piqué, frapper d'en haut avec la force de la gravité, tirer au passage, puis s'éloigner à toute vitesse avant que l'ennemi ne puisse réagir. C'était la stratégie du « boom and zoom », une méthode de combat qui transformait les faiblesses du Zéro en opportunités de survie. Dès lors, les cieux du Pacifique commencèrent à changer. Les Alliés ne se battaient ni plus les yeux fermés contre un fantôme insaisissable. Ils savaient désormais ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire. Et plus important encore, ils savaient bien comment affronter l'avion qui, jusqu'alors, avait semblé invincible. La fin du mythe. Même avant que les ingénieurs américains n'ayant pu étudier un Zéro capturé, un homme avait déjà commencé à chercher des réponses par lui-même. Le commandant John S. Jimmy Tash, à la tête d'une escadrille de chasseurs Wildcat, a compris d'emblée que tenter de se battre selon les règles de l'ennemi était se condamner au désastre. Les rapports du front étaient clairs. Le Zéro pouvait virer plus vite, se placer dans la queue de l'adversaire et l'abattre en quelques secondes. Si ces hommes tentaient de se battre de cette manière, ils ne reviendraient bien pas. Au lieu de se résigner, Tash a conçu une solution simple mais brillante, née sur sa propre table de cuisine, dessinée avec une poignée d'allumettes. C'est ainsi qu'est née la tactique connue sous le nom de Thatch Weave. Le concept était aussi ingénieux qu'efficace. 2 chasseurs volaient en parallèle, et si l'un d'eux était poursuivi, les 2 viraient l'un vers l'autre dans une manœuvre coordonnée. Ce simple croisement obligeait le Zéro poursuivant à s'exposer et le plaçait immédiatement dans la ligne de mire du coéquipier. Ce qui semblait être une astuce rudimentaire est devenu une méthode de survie éprouvée. Appliquée en combat réel, d'abord à Midway, puis à Guadalcanal, la tactique a prouvé son efficacité. Les Wildcats, inférieurs au Zéro sur presque tous les aspects, avaient enfin un moyen de rééquilibrer le terrain de jeu. C'était le premier signe clair que le mythe de l'invulnérabilité du Zéro pouvait être brisé. Il ne s'agissait pas d'égaler ses virages, mais de tirer parti de la discipline, de la coordination et du travail d'équipe pour transformer l'agilité de l'ennemi en un piège. Le changement s'est consolidé peu après. En 1943, les cieux du Pacifique commencèrent à se remplir de nouveaux chasseurs alliés. Les P-38 Lightning, avec leur longue portée et leur puissance de feu, les F-4U Corsair, rapides et résistants, et surtout le F-6F Hellcat, conçu spécifiquement pour surpasser le Zéro, ont transformé la guerre aérienne. Le Hellcat n'était pas un simple avion de plus. C'était la réponse directe aux faiblesses qu'aux découvertes du chasseur japonais. Plus rapide, plus robuste et doté d'un blindage qui lui permettait de résister à des impacts qui auraient détruit un Zéro, il devint le bourreau de ce mythe. L'épreuve finale eut lieu en juin 1944, lors de la bataille de la mer des Philippines. Là, les forces aériennes japonaises, de plus en plus affaiblies mais encore nombreuses, ont affronté un ennemi renouvelé. En une seule journée, les pilotes américains abattirent des centaines d'avions nippons. Le massacre fut si brutal qu'il est entré dans l'histoire sous un nom qui dit tout, le grand tir au dindon des Mariannes. Ce fut un bain de feu où les Zéros, qui au début de la guerre avaient régné sur les cieux, devinrent des proies faciles. Cet affrontement n'a pas seulement représenté une défaite militaire, mais aussi l'effondrement définitif du mythe. L'avion qui avait symbolisé la puissance aérienne japonaise, qui en 1940 était craint comme invincible, fut réduit à un souvenir. Ce qui fut autrefois un prédateur imbattable était maintenant une cible fragile face à un ennemi plus moderne, mieux préparé et doté d'une capacité industrielle capable de produire sans relâche les chasseurs qui le surpasseraient. De la gloire au sacrifice.
La situation s'aggravait de jour en jour car le Japon ne pouvait plus remplacer les pilotes d'élite perdus dans les premières années de la guerre. Chaque perte était définitive. Chaque vétéran tombé représentait une expérience qui ne serait jamais récupérée. L'élite, cette génération entraînée avec une discipline féroce, disparaissait lentement du ciel du Pacifique. En 1944, il ne restait que de jeunes inexpérimentés, des garçons envoyés au front avec à peine 40 heures de vol, tandis que leurs homologues américains en accumulaient 500 avant leur premier combat réel. La différence était abyssale et les conséquences inévitables. Face à des ennemis mieux entraînés, avec des machines supérieures et en nette infériorité numérique, ces novices japonais n'étaient guère plus que des proies faciles. Ils se lançaient au combat sans la préparation nécessaire, dans des avions qui n'étaient plus les plus avancés, mais des appareils fragiles qui, sans blindage ni protection, s'enflammaient au premier impact. Ce qui en 1940 avait été un symbole de fierté nationale, était en 1944 pratiquement une condamnation à mort pour quiconque s'asseyait dans son cockpit. Le désespoir d'un empire acculé mena alors à une décision extrême. Les Zéros, autrefois la fierté incontestée de l'aviation navale, furent convertis en armes suicides. Nés pour dominer les cieux, ils finirent leur jour utilisés comme projectiles humains dans des missions kamikazes. Ce qui avait été conçu comme un joyau de l'ingénierie se transforma en une ressource désespérée, jetée contre les navires ennemis dans une tentative vaine de freiner un destin déjà écrit. L'avion qui, lors de ses premiers vols, avait incarné la suprématie, finit réduit à un outil de sacrifice. En août 1945, la guerre toucha à sa fin. Les bombardiers B-29 américains, des géants d'acier chargés des armes les plus destructrices jamais construites, survolèrent le Japon sans escorte. Il n'y avait aucun chasseur ennemi capable de les arrêter. Pas un seul Zéro ne se mit sur leur chemin. Hiroshima et Nagasaki furent dévastés par les bombes atomiques. Et à cet instant, la boucle fut bouclée. Le Zéro, qui avait commencé sa vie comme la terreur des cieux, termina comme un spectre silencieux. Un rappel de ce que le Japon avait perdu et de ce qu'il ne pourrait jamais récupérer. Il était devenu un symbole de contradiction. Il fut, à la fois, l'avion qui a donné des ailes aux ambitions impériales du Japon et le reflet de ses limitations stratégiques. Il fut brillant dans sa conception, implacable dans ses premières années, mais condamné par la même guerre longue et d'usure que sa nation ne pouvait soutenir. Né pour démontrer la supériorité, il avait fini par mettre en évidence la fragilité. Le Mitsubishi A6M0 est entré dans l'histoire comme l'un des chasseurs les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Non pas pour avoir été le plus résistant, ni le plus avancé, ni même le plus durable. Ce qui en a fait une légende, c'est autre chose. Il a incarné le paradoxe d'un empire qui a brillé avec force au début, a tout balayé sur son passage, mais a fini par s'effondrer sous le poids de sa propre ambition. Ce fut le début foudroyant d'une puissance qui semblait inarrêtable, suivi d'une fin inévitable, marquée par la défaite et le souvenir d'un passé qui ne reviendrait jamais. Le Mitsubishi A6M0 fut bien plus qu'un avion de guerre. Il fut un miroir dans lequel se sont reflétées les ambitions, les réussites et les erreurs de tout un empire. Un design brillant qui a marqué le début d'une ère de domination dans les cieux, mais qui a aussi montré les conséquences de tout sacrifier pour l'offensive en oubliant la défense. Il est passé du statut de chasseur le plus redouté du Pacifique à celui de victime de sa propre fragilité, et finalement à celui d'arme de désespoir. Son histoire est en même temps l'histoire de l'ascension et de la chute du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le Zéro est resté gravé dans la mémoire non seulement comme un avion, mais comme un symbole de la façon dont la guerre peut transformer la plus brillante des créations en une ombre d'elle-même.
Et maintenant que vous connaissez cette histoire, dites-moi, pensez-vous que le zéro était réellement un miracle de l'ingénierie ou une erreur stratégique déguisée en succès? Si vous voulez découvrir d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour nos prochains épisodes où nous continuerons d'explorer les machines et les décisions qui ont changé le cours de l'histoire.